Le document volé. Le mois de juillet qui suivit mon mariage fut marqué pour moi par 3 affaires graves dans lesquelles j'eus le privilège de collaborer avec Sherlock Holmes et de pouvoir étudier ses méthodes. La première de ces affaires devra être encore pendant des années tenue secrète, tant à cause de son importance qu'à cause des grandes familles qui y ont été mêlées. Et, cependant, jamais Holmes n'avait aussi clairement fait ressortir la valeur de ses procédés d'analyse, ni aussi profondément impressionné les personnes qui lui furent associées. J'ai encore le compte rendu presque complet de l'entretien dans lequel il démontra l'évidence des faits à M.M. Dubuc, de la police parisienne, et Fritz von Waldbaum, le spécialiste bien connu de Dantzig, lesquels avaient tous deux épuisé leur énergie en des démarches parfaitement inutiles. Mais le XXe siècle sera à son déclin avant que l'histoire puisse être publiée sans inconvénient. En attendant, je passe à l'affaire qui se trouve avoir le numéro 2 dans mes notes. Elle semblait, au début, se rattacher aux intérêts généraux du pays, et elle s'est compliquée d'incidents qui lui donnent un caractère absolument unique. Au cours de mes études, j'avais été intimement lié avec un jeune homme, du nom de Percy Phelps, qui était à peu près de mon âge, bien qu'il eût sur moi l'avance de 2 classes. C'était un très brillant élève, il remportait tous les prix, et finalement il obtint une bourse qui lui permit d'aller poursuivre à Cambridge sa carrière triomphale. Il était, je me le rappelle, extrêmement bien apparenté. Quoique nous ne fussions que des enfants, nous savions tous que sa mère était la sœur de Lord Oldhurst, le grand politicien conservateur. Cette alliance ne lui avait guère servi à la pension, car, entre camarades, il semblait au contraire qu'il y eût quelque chose de piquant à le taquiner, en récréation, et à lui lancer la balle dans les jambes quand on jouait au cricket. Ce fut bien différent lorsqu'il entra dans le monde. J'appris que son mérite, joint à l'influence dont il disposait, lui avait valu au Foreign Office une bonne situation. Mais je l'oubliai bientôt jusqu'au jour où la lettre suivante me rappela son existence, Briarbra, Woking. Mon cher Watson, je ne doute pas que vous vous souveniez de Thedar Phelps, qui était en 3e quand vous étiez, vous, en 5e. Il est possible aussi que vous ayez su comment, grâce au crédit de mon oncle, j'obtins un poste aux affaires étrangères, poste de confiance et d'honneur, s'il en fut, jusqu'à l'épouvantable catastrophe qui est venue tout à coup briser ma carrière. Inutile d'écrire ici les détails de ce terrible événement, mais, au cas où vous accéderiez à ma requête, je vous les conterai moi-même. Je sors à peine d'une période de 9 semaines de fièvre cérébrale, je suis extrêmement faible. Croyez-vous possible d'amener votre ami, Monsieur Holmes, à venir me voir? Je serais très désireux d'avoir son avis sur l'affaire qui me concerne, quoique les autorités m'affirment qu'il n'y a plus rien à tenter. Tâchez donc de me l'amener, et le plus tôt possible. Cette incertitude me tue. Les minutes sont pour moi des heures de cruel supplice. Dites à Holmes que, si je ne l'ai point consulté plus tôt, ce n'est pas faute d'apprécier ses talents, mais bien parce que je n'ai pas eu la tête à moi depuis que le coup m'a frappé. J'y vois clair maintenant, quoique je n'ose pas trop y penser, de peur d'une rechute. Je suis si faible encore, que, vous le voyez, j'ai dû dicter cette lettre. Encore une fois, tâchez de l'amener. Votre ancien camarade, Percy Phelps. Cette lettre, ces supplications touchant Holmes m'émurent à tel point que j'aurais fait l'impossible pour satisfaire mon ancien camarade, mais, en somme, je savais que Holmes aimait trop son métier pour ne pas donner volontiers son concours à un client dans la peine. Ma femme fut, comme moi, d'avis qu'il n'y avait pas un instant à perdre. Environ 1 heure avant le déjeuner, je me retrouvai une fois de plus dans la maison bien connue de Baker Street. Holmes, enveloppé dans une robe de chambre, était assis à sa table d'expérience et surveillait attentivement une analyse chimique. Une cornue bouillait à grand bruit dans la flamme bleue d'une lampe de bain-sang et les résultats de la distillation se condensaient dans un récipient de la valeur de 2 litres. À peine mon ami me regarda-t-il quand j'entrai, moi, comprenant que l'expérience devait être importante, je m'assis dans un fauteuil et j'attendis. Il trempa sa pipette de verre dans plusieurs fioles, puisant quelques gouttes de chacune, et, finalement, posa sur la table une éprouvette contenant une certaine solution. Il tenait dans sa main droite une bande de papier tournesol. « Vous arrivez au moment décisif, Watson, dit-il. Si ce papier reste bleu, tout va bien. S'il devient rouge, il y va de la vie d'un homme. » Il plongea son papier dans l'éprouvette, et le papier devint immédiatement d'un rouge terne et sale. « Je le pensais bien, fit-il. Je suis à vous dans un instant, Watson. Vous trouverez du tabac dans la pantoufle persane. Revenu à son pupitre,
Il griffonna plusieurs télégrammes, qu'il remit à un domestique. Puis il se laissa tomber sur un siège en face de moi, et, relevant ses genoux maigres et osseux, il les enlaça de ses mains. Un petit crime bien banal, fit-il. Vous m'apportez quelque chose de mieux, j'imagine. De quoi s'agit-il? Je lui tendis la lettre, il la lut avec la plus vive attention. Elle ne nous dit pas grand-chose, hein? Remarqua-t-il en me la rendant. Assurément, non, et, pourtant, l'écriture est intéressante, mais ce n'est point la propre écriture de Phelps, précisément, c'est une écriture de femme, non, d'homme, m'écriai-je, non, de femme, et d'une femme d'une énergie rare. Voyez-vous, au début d'une enquête, il n'est pas indifférent de savoir que votre client est en relations étroites avec une personne qui, en bien ou en mal, a une nature exceptionnelle. Ma curiosité est déjà éveillée. Si vous êtes prêt, nous allons partir tout de suite pour Woking afin de voir et le diplomate dans l'embarras et la dame à laquelle il dicte ses lettres. Nous fûmes assez heureux pour trouver un train en partance à la gare de Waterloo. Moins d'une heure après, nous arrivions au milieu des bois de sapins et de bruyères de Woking, et quelques instants plus tard, à Briarborough même, c'était une grande maison isolée, se dressant au milieu de vastes propriétés, à quelques minutes de marche de la station. Ayant fait passer nos cartes, nous fûmes introduits dans un salon meublé avec élégance, où nous rejoignit bientôt un homme assez fort, qui nous accueillit avec beaucoup d'affabilité. Il paraissait avoir plutôt 40 ans que 30, mais ses joues étaient si rouges et son regard si gai qu'il donnait encore l'impression d'un grand garçon bien nourri et fort malicieux. « Comme je suis content que vous soyez venus, dit-il en nous serrant les mains avec effusion. Percy nous a demandé toute la matinée. Ah! Le pauvre ami, il se cramponne au moindre fil. Son père et sa mère m'ont prié de vous recevoir, messieurs, car le seul récit des événements est trop pénible pour eux, nous n'avons eu encore aucun détail, observa Holmes. Je m'aperçois que vous n'êtes pas vous-même de la famille. Notre interlocuteur parut surpris, baissant les yeux, il se prit à rire. Je vous ai cru sorcier un moment, dit-il, mais je m'aperçois que vous avez simplement vu les initiales J.H. sur mon médaillon. Joseph Harrison est mon nom, et, comme Percy va épouser ma sœur Annie, je lui serai au moins allié. Vous trouverez ma sœur dans la chambre de Percy, car elle le soigne comme un enfant depuis 2 mois. Peut-être vaut-il mieux que nous entrions tout de suite, car je sais combien il est impatient. La chambre dans laquelle nous fûmes introduits, de plein pied avec le salon, était meublée partie comme un boudoir, partie comme une chambre à coucher, avec des fleurs gracieusement arrangées dans tous les coins. Un jeune homme, très pâle, très usé, était étendu sur un sofa, près de la fenêtre ouverte par laquelle entraient des parfums exquis du jardin et l'air embaumé de l'été. Une femme se tenait assise auprès de lui, toute rose. À notre entrée, elle demanda « Je me retire, Percy ?» Il lui serra la main pour la retenir. « Comment allez-vous, Watson ?» me dit-il avec cordialité. « Je ne vous aurais jamais reconnu sous cette moustache, vous ne m'auriez pas reconnu davantage, je suppose. Monsieur, je pense, est votre célèbre ami, Monsieur Sherlock Holmes. » Je présentai Holmes en quelques mots et nous nous assîmes tous deux. Notre introducteur nous avait quittés, mais sa sœur était restée, la main dans celle du malade. C'était une femme qui ne pouvait pas passer inaperçue, un peu trop petite et trop épaisse peut-être, mais avec un joli teint olivâtre, des yeux à l'italienne, grands et sombres, une chevelure opulente d'un beau noir. Ses couleurs fraîches, par contraste, faisaient paraître la figure pâle de son amie d'autant plus morne et fatiguée. « Je voudrais ne pas vous faire perdre votre temps, » dit Percy Phelps, en se soulevant sur le sofa. J'entrerai donc en matière sans autre préambule. J'étais, Monsieur Holmes, un homme heureux, un homme qui réussit, à la veille de me marier, lorsqu'un malheur soudain et terrible vint ruiner mon avenir. J'étais, comme Watson a dû vous le dire, aux affaires étrangères. Grâce à l'influence de mon oncle Lord Oldhurst, je m'élevai rapidement à une situation exceptionnelle. Quand mon oncle devint ministre, il me donna plusieurs missions importantes, et, comme je les conduisis toujours à bonne fin, il en vint à avoir toute confiance dans mon talent et dans mon tact. Il y a environ 10 semaines, pour être plus précis, c'était le 23 mai, il m'appela dans son cabinet, et après m'avoir félicité de mes succès, il m'annonça qu'il avait à me charger d'une nouvelle et grave mission. Ceci, me dit-il, en tirant de son bureau un rouleau de papier, est l'original de ce traité secret entre l'Angleterre et l'Italie dont, j'ai regret à le dire, quelque bruit a déjà circulé dans la presse. Il est d'une importance extrême qu'il n'en puisse plus rien transpirer.
Les ambassades de France et de Russie donneraient une somme considérable pour connaître le contenu de ces papiers. Ceux-ci ne quitteraient point mon tiroir, certes, n'était qu'il me faut absolument les faire copier. Vous avez un meuble qui ferme à clé dans votre bureau? Oui, monsieur, alors, prenez le traité, et mettez-le sous clé. Je vais donner des ordres pour que vous puissiez rester quand les autres seront partis, de manière à ce que vous fassiez cette copie à votre aise, sans crainte d'être surveillé. Lorsque vous aurez fini, enfermez ensemble l'original et l'expédition, vous me les remettrez à moi-même, demain matin. Je pris les papiers, et, un instant, je vous prie, dit Holmes. Étiez-vous seul, pendant cette conversation, absolument seul, dans une pièce très vaste, environ 10 mètres de côté, vous vous teniez au milieu, oui, à peu près, et parlant bas, oh. La voix de mon oncle est toujours extrêmement basse, et, moi, je n'eus presque rien à dire. Je vous remercie, fit Holmes, en fermant les yeux. Veuillez poursuivre, je fis exactement ce qui m'avait été indiqué. J'attendis que les autres attachés fussent partis. L'un d'eux, mon voisin, Charles Gouraud, avait à terminer quelques travaux en retard. Je le laissai et sortis pour dîner, à mon retour, il n'était plus là. Or, j'avais le souci de faire rapidement mon ouvrage, d'autant que, Joseph, monsieur Harrison, que vous avez vu tout à l'heure, étant en ville et devant retourner à Woking par le train de 11 heures, je désirais, si possible, repartir avec lui. En examinant le traité, je reconnus tout de suite que mon oncle n'avait en rien exagéré son importance, sans entrer dans les détails. Je puis bien dire qu'il définissait le rôle de la Grande-Bretagne envers la Triple Alliance et qu'il esquissait la politique que ce pays aurait à suivre dans le cas où la flotte française viendrait à prendre une supériorité notoire sur la flotte italienne dans la Méditerranée. Les questions visées étaient d'ordre purement naval. Au bas, figuraient les paraphes des hauts fonctionnaires chargés de signer la convention. Après un rapide coup d'œil, sans tarder, je me mis à ma tâche d'expéditionnaire. C'était un document étendu, écrit en français, et comprenant 26 articles distincts. J'allais aussi vite que je pouvais, mais à 9 heures je n'avais encore fait que 8 articles et il me parut bien évident que je manquerais mon train. J'avais envie de dormir, je me sentais la tête lourde, l'effet du dîner sans doute, et aussi la suite d'une longue journée de travail. Une tasse de café m'eût éclairé les idées. Sachez qu'un gardien de bureau reste toute la nuit dans une petite loge, au pied de l'escalier, et qu'il a l'habitude de faire du café sur sa lampe à esprit de vin pour les fonctionnaires qui peuvent avoir des travaux extraordinaires. Je sonnai donc. Ce fut, à mon grand étonnement, une femme qui répondit à mon appel, une femme grosse, commune, déjà âgée, avec un tablier. Elle expliqua qu'elle était la femme du gardien, que c'était elle qui faisait le ménage, je lui donnai l'ordre de m'apporter du café. Je transcrivis encore 2 articles, puis, me sentant de plus en plus assoupi, je me levai et fis quelques pas dans la pièce pour me dégourdir les jambes. Mon café ne venait point. Voulant savoir quelle pouvait être la cause du retard, j'ouvris la porte et j'allai jusqu'au bout du couloir étroit et faiblement éclairé, qui était, en effet, la seule issue de la pièce dans laquelle j'avais travaillé. Il se terminait par un escalier tournant qui menait en bas, à la loge du garçon donnant dans un vestibule. À mi-hauteur de cet escalier est un petit palier, avec un autre corridor venant y tomber à angle droit. Celui-ci mène, par un second petit escalier, à une porte de service, elle sert aux domestiques, et quelquefois, comme raccourci, à des attachés qui viennent de Charles Street. Il y a grand intérêt à vous faire observer ceci, c'est que je descendis l'escalier et que, dans le vestibule, je trouvai le garçon endormi sur son siège, pendant que sur la lampe à esprit de vin l'eau bouillait à soulever le couvercle du récipient. J'avais allongé le bras et j'allais secouer mon homme, qui dormait encore profondément quand une sonnette, au-dessus de sa tête, retentit bruyamment, et il s'éveilla en sursaut. « Monsieur Phelps, dit-il en me regardant avec ahurissement, oui, je suis descendu voir si mon café était prêt. J'étais, monsieur, en train de faire bouillir l'eau, quand je me suis endormi. » Il me regarda, puis, fixant la sonnette qui vibrait encore, ses yeux prirent une expression d'étonnement croissant. « Mais, si vous étiez ici, monsieur, qui donc a sonné, demanda-t-il, la sonnette. Quelle sonnette est-ce? C'est la sonnette du cabinet dans lequel vous travaillez. Je restai figé sur place. Quelqu'un, alors, se trouvait donc dans cette pièce, sur la table de laquelle s'étalait mon précieux traité. Comme un fou j'escaladai les marches, je franchis le corridor, personne dans le corridor, monsieur Holmes,
personne dans la pièce. Tout était exactement comme je l'avais laissé, si ce n'est que les papiers confiés à mes soins avaient été enlevés du pupitre sur lequel ils se trouvaient. La copie était là, l'original avait disparu. Holmes se redressa dans son fauteuil et se frotta les mains. Je vis que le problème était de son goût, et, alors, qu'avez-vous fait ? Murmura-t-il, je compris en une seconde que le voleur devait être venu par l'escalier communiquant avec la porte de service. S'il était entré par l'autre côté, je n'aurais pas manqué de le rencontrer. Êtes-vous bien sûr qu'il n'aurait pas pu rester caché un certain temps dans la pièce, ou dans ce corridor que vous avez précisément dit être assez obscur ? C'est tout à fait impossible. Une souris ne pourrait se dissimuler ni dans la pièce, ni dans le corridor, il n'y a pas le moindre abri, je vous remercie. Veuillez continuer. Le garçon de bureau, voyant, à ma pâleur soudaine, qu'il s'agissait d'une chose grave, m'avait suivi en haut. En un clin d'œil, nous nous précipitâmes dans le corridor et nous descendîmes en courant les marches qui conduisaient à Charles Street. Au bas, la porte était close, mais non fermée à clé, nous l'ouvrîmes vivement et nous nous élançâmes dehors. Je me rappelle très nettement qu'à ce moment-là 3 coups sonnèrent à l'horloge d'une église voisine, il était 10h moins un quart. Ceci a une très grande importance, fit Holmes en prenant une note sur sa manchette. La nuit était très noire, il tombait une pluie fine et chaude. Il n'y avait personne dans Charles Street, mais au bout d'en Whitehall, la circulation était très active, comme à l'ordinaire. Nous courûmes le long du trottoir, tête nue, comme nous étions, et au coin opposé nous trouvâmes un policeman en faction. Un vol vient d'être commis, m'écriai-je, haletant. Un document d'un prix immense a été dérobé au ministère des Affaires étrangères. Quelqu'un a-t-il passé par ici ? Je suis là depuis un quart d'heure, monsieur. Une seule personne a passé pendant ce temps, une femme, grande, d'un certain âge, avec un châle de cachemire. Oh ! Ce n'est que ma femme, s'écria mon garçon de bureau. N'est-il passé aucune autre personne ? Non. Il faut alors que le voleur ait suivi l'autre direction. Et il me tirait par la manche. Mais je n'étais pas convaincu, et les efforts qu'il faisait pour m'emmener accroissaient mes soupçons. Quelle route cette femme a-t-elle suivie ? Demandai-je, je n'en sais rien, monsieur. Je l'ai vue passer, mais je n'avais pas de raison particulière de la surveiller. Elle semblait être pressée. Combien y a-t-il de temps ? Oh ! Quelques minutes seulement. Moins de 5 minutes, non, mais il ne doit pas y avoir plus de 5 minutes. Vous ne faites que perdre votre temps, monsieur, répéta le garçon, et chaque minute pour nous est précieuse. Croyez en ma parole, ma vieille femme n'a rien à voir là-dedans. Descendons à l'autre bout de la rue. Si vous n'y allez point, j'y vais, moi. Et il s'éloigna en courant dans l'autre sens, mais je fus sur ses talons en un instant, et, le prenant à mon tour par la manche, « Où demeurez-vous, numéro 16, Ivilan, Brixton ?» répondit-il. Mais ne vous laissez pas égarer sur une fausse piste, monsieur Phelps. Venez à l'autre bout de la rue, nous trouverons peut-être là quelques renseignements. En somme, il n'y avait rien à perdre à suivre cet avis. Avec le policeman, nous courûmes, mais ce fut pour trouver la rue pleine d'animation, beaucoup de monde allant et venant, chacun très pressé de se mettre à l'abri de la pluie. Il n'y avait pas un seul flâneur, capable de nous dire qui avait passé. Alors nous retournâmes au bureau, non sans visiter avec soin l'escalier et le couloir, mais inutilement. Le sol du corridor conduisant à ma pièce était recouvert d'une espèce de linoléum de ton clair, où l'on eût vu facilement une empreinte. Nous l'examinâmes avec attention, pas la moindre trace de pas. Avait-il plu toute la soirée ? Oui, depuis 7 heures. Comment se fait-il alors que la femme qui vint dans votre cabinet vers 9 heures n'ait pas laissé la trace de ses chaussures mouillées ? Je suis heureux que vous souleviez cette question qui me vint, en effet, à l'esprit au moment même. Mais sachez que les femmes de ménage ont l'habitude d'ôter leurs souliers dans la loge du gardien et de mettre des chaussons de lisière, c'est vrai. Aussi, bien que la soirée eût été pluvieuse, il n'y avait pas de traces. L'enchaînement de toutes ces circonstances est assurément d'un intérêt extraordinaire. Que fîtes-vous alors ? Nous examinâmes aussi la pièce. Il ne pouvait pas y avoir de porte secrète. Quant aux fenêtres, elles sont à 10 mètres au-dessus du sol, et toutes deux étaient fermées en dedans. Le tapis qui recouvre le plancher rend tout soupçon de trappe impossible, et le plafond, comme toujours, est blanchi à la chaux. Quel que puisse être l'individu qui a volé mes papiers, je parierais sur ma tête qu'il n'a pu entrer par la porte, et quant à la cheminée, on ne s'en sert point, il y a un poêle.
Le cordon de sonnette pend juste à droite de mon pupitre, celui qui l'a tiré a dû venir là tout droit. Mais pourquoi ce singulier voleur a-t-il tiré la sonnette? Mystère, oui, la chose est extraordinaire. Quelles furent vos premières démarches? Vous avez, j'imagine, inspecté la pièce pour voir si l'intrus n'y aurait pas laissé quelque chose, un bout de cigare, un gant oublié, une épingle à cheveux, un objet quelconque? Rien de semblable, pas d'odeur, ah. Nous n'avons pas pensé à cela. Une odeur de tabac aurait eu pour nous une grosse importance, dans une enquête de ce genre. Je ne fume pas moi-même, et je pense que, s'il y avait eu une odeur de tabac, je l'aurais remarqué. Il n'y avait absolument aucun indice qui pût nous mettre sur la voie. Le seul fait incontestable était que la femme du gardien, Madame Tanget, avait quitté précipitamment la place. Le mari, ne pouvant donner aucune explication à ce sujet, se bornait à dire que c'était à peu près l'heure à laquelle sa femme rentre toujours chez elle. Le policeman et moi, nous fûmes d'avis que le mieux serait de s'emparer de cette femme avant qu'elle pût se défaire de ses papiers, à supposer qu'elle les eût. L'alarme avait été donnée à Scotland Yard. Monsieur Forbes, le détective, arriva tout de suite et prit l'affaire en main, avec une grande énergie. Nous prîmes en somme, une demi-heure après, nous étions à l'adresse qui nous avait été indiquée. Une jeune femme ouvrit la porte, c'était la fille aînée de Madame Tanget. Sa mère n'était pas encore rentrée, nous fûmes introduits, pour l'attendre, dans la chambre principale. Environ 10 minutes plus tard, on frappa un coup à la porte. Là, nous fîmes la seule faute sérieuse que j'ai à me reprocher. Au lieu d'ouvrir nous-mêmes, nous laissâmes faire la jeune fille, mais le son de sa voix nous parvint distinctement. « Mère, dit-elle, il y a là 2 messieurs qui vous attendent. » Aussitôt nous entendîmes le bruit de pas précipités dans le couloir. Forbes ouvrit brusquement notre porte et tous les deux nous courûmes dans la pièce de derrière, qui était la cuisine. Mais la femme nous y avait devancés. Elle nous regarda en face, d'un air de défi, puis, me reconnaissant tout à coup, elle prit une expression de profond étonnement. « Mais n'est-ce point monsieur Phelps, du ministère? Allons, allons, qui pensiez-vous que nous étions lorsque vous fuyiez devant nous en courant ?» demanda mon compagnon. « Je vous avais pris pour des huissiers. » « Nous avons eu quelques difficultés avec un fournisseur, ce n'est pas suffisant, » répliqua Forbes, « nous avons des raisons de croire que vous avez pris un papier important au ministère des Affaires étrangères et que vous êtes rentré en courant pour en disposer. Vous allez venir avec nous à Scotland Yard pour que l'on vous fouille. » Ce fut en vain qu'elle protesta, qu'elle se défendit. Une voiture fut amenée, et nous partîmes tous les 3. Nous avions préalablement passé l'inspection de la cuisine pour voir si cette femme ne s'était pas défait des papiers pendant le moment où elle avait été seule, mais il n'y avait ni cendre ni fragment de papier nulle part. À notre arrivée à Scotland Yard, Madame Tanget fut aussitôt remise à une femme chargée de la visite. Je me sentais dans une inquiétude mortelle quand l'inspectrice revint avec son rapport. Elle n'avait pas trouvé trace de nos papiers. Alors, pour la première fois, je ressentis dans toute sa force l'horreur de ma situation. Jusque-là, j'avais eu à agir, et l'action avait engourdi ma pensée. J'étais si sûr de retrouver tout de suite le traité, que je n'avais pas osé m'arrêter aux conséquences d'un insuccès possible. Mais maintenant il n'y avait plus rien à tenter, je pouvais rentrer en moi-même et me rendre compte de ma position. Elle était épouvantable. Watson peut vous dire à quel point jadis au collège j'étais déjà un garçon nerveux, susceptible, sensible à l'excès, question de tempérament. Je songeais à mon oncle, à ses collègues du cabinet, à la honte que j'avais jetée sur lui, comme sur moi, comme sur tous ceux avec qui j'étais apparenté. Comment alléguer que j'étais victime d'un accident extraordinaire? Il n'y a point d'excuse pour les accidents, lorsque des intérêts diplomatiques sont en jeu. J'étais perdu, honteusement perdu, sans espoir. Je ne sais ce que je fis, je dois avoir eu un accès de fureur, j'ai seulement le souvenir confus d'un groupe de fonctionnaires qui se pressaient autour de moi, s'efforçant de me calmer. L'un d'eux m'accompagna jusqu'à la station de Waterloo et me mit dans le train de Woking. Il eût peut-être fait toute la route avec moi si le docteur Perrier, mon voisin, ne se fût justement trouvé là pour prendre le même train. Le docteur, avec beaucoup de bonté, se chargea de moi, et ce fut très heureux, car dans la gare de Woking, j'eus une attaque. Avant d'arriver à la maison, j'étais bel et bien fou furieux. Vous pouvez imaginer ce qui se passa ici lorsque tous furent réveillés en sursaut par les appels du médecin et qu'ils me trouvèrent dans cet état. Cette pauvre Annie et ma mère eurent le cœur brisé.
Le docteur Ferrier en avait appris assez du détective, à la station, pour pouvoir donner une idée de ce qui était arrivé. Son récit n'avait rien de consolant. Il était évident pour tout le monde que j'en avais pour longtemps d'être malade. Aussi Joseph fut-il expulsé de cette jolie chambre, qui fut transformée pour moi en infirmerie. C'est ici, monsieur Holmes, que je suis resté étendu pendant plus de 9 semaines, sans connaissance, délirant, le cerveau en fièvre. Sans Miss Harrison que voici, sans les soins du docteur, je ne vous parlerai pas en ce moment. C'est elle qui m'a soigné le jour, une garde, après elle, me surveillait pendant la nuit, car, dans mes accès de folie, j'étais capable de tout. Lentement ma raison s'est éclaircie, mais ce n'est que ces 3 derniers jours que la mémoire m'est tout à fait revenue. Par moments, d'ailleurs, je suis fâché qu'elle me revienne. Mon premier soin a été de télégraphier à monsieur Forbes, qui avait dirigé l'enquête. Il est venu et m'a affirmé que, malgré tous ses efforts, on n'avait pu découvrir aucune piste. Le garçon de bureau et sa femme ont été questionnés de toutes les façons sans que la lumière ait pu être faite. Les soupçons de la police se sont portés alors sur le jeune Goro qui, vous vous le rappelez, sans doute, était ce soir-là demeuré après l'heure dans le bureau. Mais il n'y avait en réalité que 2 choses contre lui, son nom français et le fait d'être resté en arrière. Or, je n'avais point commencé mon travail avant son départ, et, d'un autre côté, les siens, pour être d'origine huguenote, n'en sont pas moins aussi anglais de cœur et de caractère que vous et moi. On n'a rien trouvé qui permit de l'inculper en aucune mesure et l'affaire a été classée. J'ai recours à vous, monsieur Holmes. Vous êtes ma dernière espérance. Si vous m'abandonnez, mon honneur, aussi bien que ma position, sont à jamais perdus. Le malade se laissa retomber sur ses coussins, épuisé par ce long récit, tandis que sa garde lui versait un verre de quelque drogue réconfortante. Holmes s'assit en silence, la tête rejetée en arrière et les yeux fermés. Son attitude pouvait paraître nonchalante à un étranger, mais, pour moi, elle dénotait un effort intense de réflexion. Votre compte-rendu a été si complet, dit-il enfin, que vous m'avez laissé peu de questions à vous poser. Il en est une, cependant, qui a la plus grande importance. Avez-vous dit à qui que ce soit que vous aviez cette tâche à remplir? À personne. Pas même à Miss Harrison, par exemple? Non. Je n'étais d'ailleurs pas revenu à Woking entre l'ordre donné et l'exécution de cet ordre, et aucun des vôtres n'était par hasard allé vous voir? Aucun. Quelques-uns d'entre eux connaissaient-ils le chemin qui conduit à votre cabinet? Oh. Oui, tous ont eu l'occasion d'y venir. Pourtant, voyons, si vous n'avez rien dit à personne au sujet de ce traité, l'enquête manque de base. Je n'ai rien dit. Savez-vous quelque chose de votre homme de garde? Rien, sinon que c'est un ancien soldat. Quel régiment? Oh. On me l'a dit. Les Coldstream Guards, merci. Je ne doute pas d'obtenir de Forbes des détails. Les autorités officielles, pour ne pas savoir tirer parti des faits, n'en sont pas moins excellentes pour les réunir. Que la rose est donc une fleur ravissante. Il passa de l'autre côté du canapé et s'avançant vers la fenêtre ouverte, il redressa la tige penchée d'une rose mousseuse, en s'extasiant sur le délicieux contraste du rouge et du vert. Il y avait là, pour moi, une particularité toute nouvelle de son caractère, car, jamais auparavant, je ne l'avais vu témoigner d'un intérêt véritable pour les choses de la nature. Les fleurs me semblent être la raison de notre croyance intime en la bonté de la Providence, dit-il, le dos appuyé contre le volet. Nos facultés, nos désirs, notre nourriture, tout cela est réellement nécessaire à notre existence, tandis que la rose, c'est le superflu. Son parfum, sa couleur est le charme et non la condition de la vie. Il n'y a que la bonté qui donne le superflu et c'est pourquoi je répète que les fleurs prouvent la magnificence du Créateur. Percy Phelps et son ami regardaient Holmes pendant ce discours, la surprise et la désillusion se lisaient sur leurs figures. Lui restait plongé dans sa rêverie, la rose mousseuse entre les doigts. Quelques minutes se passèrent ainsi, puis la jeune fille rompit le silence. « Voyez-vous, monsieur Holmes, un moyen quelconque de percer le mystère ?» demanda-t-elle avec une nuance d'âpreté dans la voix. « Oh. Le mystère !» reprit-il, comme s'il revenait brusquement aux réalités de la vie. Il serait absurde de nier que l'affaire est très obscure et très compliquée, mais, je vous promets que je vais l'étudier et je vous ferai connaître les points qui m'auront frappé. Distinguez-vous une piste? Vous m'en avez fourni 7, mais il faut évidemment que je les contrôle avant de me prononcer sur leur valeur. Soupçonnez-vous quelqu'un? Je me soupçonne moi-même. Comment? Oui,
d'arriver trop vite à des conclusions, alors, allez vite à Londres les vérifier, votre conseil est excellent, mademoiselle, dit Holmes en se levant. Je crois, en effet, Watson, que nous n'avons rien de mieux à faire. Mais monsieur Phelps, ne vous laissez pas aller à des espérances trompeuses. L'affaire est très embrouillée, j'aurai la fièvre jusqu'à ce que je vous ai revu, s'écria le jeune diplomate, je reviendrai demain par le même train, mais il est plus que probable que mon rapport sera négatif, que Dieu vous bénisse pour cette promesse de revenir. Je me sens revivre à la pensée que l'on agit. À propos, j'ai reçu une lettre de Lord Oldhurst. Ah. Que disait-il, il a été froid, mais non pas dur. Je crois que cela tient à ma grave maladie. Il répète que l'affaire est de la plus haute importance, et il ajoute qu'aucune décision ne sera prise au sujet de mon avenir, c'est-à-dire, je pense, de ma démission, jusqu'à ce que ma santé soit rétablie, et que j'ai la possibilité de me réhabiliter. Bien, cela est raisonnable et prudent, dit Holmes. Venez, Watson, nous avons devant nous, en ville, une bonne journée de travail. Monsieur Joseph Harrison nous ramena à la gare et bientôt après, nous roulions dans le train de Portsmouth. Holmes, absorbé dans ses pensées, ouvrit à peine la bouche jusqu'à ce que nous eûmes dépassé l'embranchement de Clapham. Puis, c'est une chose très curieuse que d'entrer dans Londres par l'une de ces lignes surélevées qui vous permettent, comme celle-ci, de voir au-dessous de soi les maisons. Je croyais à une plaisanterie, car le spectacle était assez sordide. Mais il ne tarda pas à s'expliquer, regardez ces gros pâtés de constructions isolées, se dressant au-dessus des autres toits, comme des îles de briques dans une mer couleur de plomb. Ce sont les écoles publiques, des phares, mon garçon, les phares de l'avenir. Autant de capsules, contenant des centaines de petites graines brillantes, desquelles naîtra l'Angleterre plus sage et meilleure de demain. Je suppose que ce Phelps ne boit pas, je ne le crois pas, ni moi, mais nous sommes obligés de tenir compte de tout ce qui est seulement possible. Le pauvre diable est assurément engagé dans un bourbier profond et c'est une grosse question de savoir si nous pourrons jamais l'en tirer. Que pensez-vous de Miss Harrison? C'est une jeune fille d'un caractère bien trempé, oui, mais une brave fille, ou je me trompe fort. Elle et son frère sont les deux seuls enfants d'un maître de forge, établi quelque part sur la route de Northumberland. Phelps lui fut fiancé lors d'un voyage, l'hiver dernier, et elle est venue, escortée de son frère, pour être présentée à la famille. Alors s'est produite la catastrophe, et la jeune fille est restée pour soigner son amoureux, tandis que le frère, se trouvant très bien, ici, restait également. J'ai fait, vous le voyez, ma petite instruction. Aujourd'hui doit être un jour d'enquête sérieuse. Je commençais, mon métier, si vous trouvez vos propres affaires plus intéressantes que les miennes. Dit Holmes, avec quelque rudesse, j'allais dire, au contraire, que ma clientèle pourrait bien se passer de moi pendant un jour ou deux, attendu que c'est le plus mauvais moment de l'année. Parfait, dit-il, recouvrant sa bonne humeur. Nous allons donc suivre l'affaire ensemble. Il me semble que nous devrions commencer par voir Forbes. Il pourra probablement nous donner tous les détails dont nous avons besoin pour savoir par quel bout prendre les choses. Vous disiez que vous aviez une piste, oui, nous en avons plusieurs, mais nous ne pouvons en apprécier la valeur qu'après un examen plus approfondi. Le crime le plus difficile à suivre, c'est celui qui n'a pas de but. Or, ce n'est pas le cas d'une autre. Qui est appelé à en bénéficier? Il y a l'ambassadeur de France, il y a l'ambassadeur de Russie, il y a quiconque pourrait vendre un document à l'un ou à l'autre, et il y a Lord Oldhurst. Lord Oldhurst, sans doute. Il est des circonstances où un homme d'État peut ne pas regretter de voir un document détruit par accident, mais pas un homme d'État d'une réputation aussi intacte que Lord Oldhurst. La chose est possible, cependant, et cela suffit pour qu'elle ne soit pas à négliger. Nous irons aujourd'hui chez le noble Lord et nous verrons ce qu'il a à nous dire. En attendant, j'ai déjà commencé mon enquête, oui, j'ai envoyé des dépêches, de la station de Woking, à chacun des journaux du soir de Londres. Cet avis paraîtra dans tous. Et il me tendait une feuille, arrachée de son carnet, sur laquelle on lisait ceci, écrit au crayon, 10 livres sterling de récompense, on demande le numéro du fiacre qui déposa un voyageur à la porte ou non loin de la porte du ministère des Affaires étrangères, dans Charles Street, à 10h moins un quart le soir du 23 mai. Répondre, 221, B. Barker Street, vous êtes sûr que le voleur est venu en voiture, sinon, le mal n'est pas grand.
Mais si Monsieur Phelps a raison lorsqu'il déclare qu'il n'existe aucun endroit où se cacher ni dans sa pièce ni dans les corridors, il faut bien que le voleur soit venu de l'extérieur. Si, étant venu du dehors par une nuit si pluvieuse, néanmoins, il n'a pas laissé de traces d'humidité sur le linoléum qui a été examiné quelques minutes après son passage, il est très vraisemblable qu'il est venu en voiture. Oui, je crois que nous pouvons avec assurance conclure à une voiture, en effet, cela paraît plausible, c'est l'une des pistes dont j'ai parlé. Elle peut nous conduire à quelque chose. Ensuite, il y a le coup de sonnette, c'est le côté le plus caractéristique de l'affaire. Pourquoi aurait-on tiré la sonnette? Est-ce le voleur qui aurait agi ainsi par bravade? Ou y avait-il avec le voleur quelqu'un qui aurait sonné pour empêcher le crime? Ou cela ne fut-il pas un accident? Ou fût-ce? Holmes retomba dans les réflexions intenses et silencieuses d'où il venait de sortir, mais il me sembla à moi, accoutumé comme je l'étais à toutes ses habitudes, que quelques nouvelles suppositions venaient tout à coup de surgir dans son esprit. Il était 3h20 lorsque nous arrivâmes à la gare. Après un lunch rapide au buffet, nous allâmes tout de suite à Scotland Yard. Holmes avait déjà télégraphié à Forbes, nous le trouvâmes nous attendant, c'était un petit homme à l'air rusé, au regard pénétrant, mais pas aimable du tout. Il fut positivement froid dans ses rapports avec nous, surtout quand il eut appris l'objet de notre visite. Ce n'est pas la première fois, monsieur Holmes, que j'entends parler de vos méthodes d'investigation, dit-il d'un ton revêche. Vous êtes assez habile pour tirer parti de tous les renseignements que la police peut mettre à votre disposition, et puis, vous essayez de terminer les affaires vous-même et de jeter le discrédit sur les autres. Au contraire, répondit Holmes. Sur 53 causes que j'ai eu à instruire dernièrement, il n'en est que 4 où mon nom est paru, et la police a eu l'honneur des 49 autres. Je ne vous reproche pas de l'ignorer, car vous êtes jeune et inexpérimenté. Mais, si vous désirez réussir dans vos nouvelles fonctions, vous travaillerez avec moi, et non contre moi. Je vous serai très reconnaissant d'un conseil ou deux, reprit le détective changeant de ton. Je n'ai recueilli jusqu'ici aucun témoignage sur votre affaire. Quelles mesures avez-vous prises? Tanget, le garçon de bureau, a été filé. Il a quitté la garde avec de bonnes notes, et nous n'avons rien relevé contre lui. Toutefois, sa femme est peu recommandable. J'imagine qu'elle en sait le dessus plus long qu'on ne croit. L'avez-vous filé? Nous avons attaché à ses trousses, comme moutons, une de nos femmes. Madame Tanget-Bois et notre espionne s'est trouvée avec elle 2 fois lorsqu'elle était lancée, mais on n'a rien pu en tirer. Je sais qu'ils ont eu des huissiers dans la maison, oui, mais ceux-ci ont été payés. D'où venait l'argent? D'aucune source suspecte. La pension de Tanget lui était due. Il est d'ailleurs bien certain que ces gens-là ne sont pas en fond. Comment a-t-elle expliqué que ce fut elle qui ait répondu quand M. Phelps a sonné pour demander son café? Elle a dit que son mari était très fatigué et qu'elle avait voulu lui épargner la peine, soit, cela concorderait en effet avec cette constatation qu'on l'a trouvé, peu après, endormi sur sa chaise. Il n'y a donc rien contre eux, sinon la mauvaise réputation de la femme. Lui avez-vous demandé pourquoi elle s'en allait si vite, ce soir-là? Sa précipitation a été remarquée de l'agent de police, elle était plus en retard qu'à l'ordinaire et elle était pressée de rentrer chez elle. Lui avez-vous fait observer que, vous et monsieur Phelps, partis au moins 20 minutes après elle, vous étiez à son domicile avant elle? Elle explique cela par la différence de rapidité entre son omnibus et notre voiture. A-t-elle trouvé une excuse pour la précipitation avec laquelle elle s'est jetée dans sa cuisine en rentrant chez elle? Elle affirme qu'elle y avait mis l'argent destiné à payer les huissiers. Elle a au moins réponse à tout. Lui avez-vous demandé si, en sortant, elle a rencontré quelqu'un, ou vu quelqu'un flâner du côté de Charles Street? Elle n'a vu que le policeman. Bien. Vous semblez l'avoir interrogé à peu près à fond. Qu'avez-vous fait encore? L'attaché, Goro, a été filé ces 9 dernières semaines, mais sans résultat. Nous ne pouvons rien trouver contre lui, et quoi encore, nous n'avons pas autre chose qui puisse nous guider, aucun indice d'aucun genre. Vous êtes-vous fait une opinion sur le coup de sonnette? Ah! Je dois avouer que cela me surpasse. Il a fallu une main bien calme, quelle qu'elle fût, pour aller ainsi donner l'alarme. Oui, c'était une idée singulière. Je vous remercie infiniment de tout ce que vous m'avez dit. Si je puis mettre le coupable entre vos mains, vous aurez de mes nouvelles. Allons, vous venez, Watson, où allons-nous, maintenant? Demandai-je au sortir du bureau de police. Nous allons interroger Lord Oldhurst, le ministre, et le futur premier de l'Angleterre. Nous fûmes assez heureux pour trouver encore Lord Oldhurst dans son bureau de Downing Street. Holmes ayant fait passer sa carte,
nous fûmes aussitôt introduits. L'homme d'État nous reçut avec cette courtoisie d'ancien style qui lui est particulière et nous fit asseoir sur les sièges somptueux placés à droite et à gauche du foyer, et là, debout entre nous deux, devant la cheminée, il représentait bien, avec son corps long et mince, sa physionomie vive et réfléchie, sa chevelure frisée déjà grisonnante, ce type peu ordinaire d'un gentilhomme véritablement plein de noblesse. Votre nom m'est très connu, monsieur Holmes, dit-il en souriant. Et, naturellement, je ne peux pas prétendre ignorer l'objet de votre visite. Il n'y a eu dans ces bureaux qu'un seul fait qui ait pu attirer votre attention. Pour qui agissez-vous, puis-je vous le demander? Pour monsieur Percy Phelps, répondit Holmes. Ah! Mon infortuné neveu. Vous devez comprendre que notre parenté augmente pour moi l'impossibilité de le couvrir en aucune façon. Je crains bien que l'incident n'ait un contre-coup très fâcheux sur sa carrière, mais si l'on retrouve le document, évidemment, ce serait autre chose. Il y a une ou deux questions que je désirerais vous soumettre, Lord Holdhurst, je serai heureux de vous fournir tous les renseignements dont je peux disposer. Est-ce dans cette pièce que vous avez donné les instructions relatives à la copie du document? Oui. Alors, il était impossible que l'on vous entendît, cela est hors de doute. Aviez-vous communiqué à quelqu'un votre intention de donner ce traité à copier? Non, vous en êtes sûr, absolument, puisque vous n'en aviez jamais parlé. Puisque M. Phelps n'en avait jamais parlé, puisque personne ne savait rien de l'affaire, alors la présence du voleur dans la pièce fut purement fortuite. Ce document représentait pour lui la fortune, il s'en empara. L'homme d'État sourit, ceci ne rentre pas dans mon domaine. Holmes réfléchit un moment, il est un autre point très important que je voudrais vous soumettre, ajouta-t-il. Vous redoutiez, j'imagine, que la divulgation des clauses du traité n'entraînât de graves conséquences? Une ombre passa sur la physionomie de l'homme d'État. De très graves conséquences, en effet, et se sont-elles produites? Pas encore. Si le traité était parvenu, supposons, au ministère des Affaires étrangères de France ou de Russie, vous vous attendriez à en entendre parler? Oui, dit Lord Holdhurst, avec une grimace, je m'y attendrais. Puisque 9 semaines environ se sont écoulées depuis lors et que rien n'a encore transpiré, il n'est pas interdit de supposer que, pour une raison quelconque, le traité n'y est point parvenu. Lord Holdhurst haussa les épaules, il est difficile de croire, monsieur Holmes, que le voleur n'a pris ce traité que pour le faire encadrer et l'accrocher au mur. Peut-être espère-t-il en avoir un prix plus élevé. S'il attend encore, il n'aura plus rien du tout. La Convention doit, dans très peu de mois, cesser d'être secrète. Cela est extrêmement important, dit Holmes. Évidemment, on peut supposer que le voleur est tombé malade subitement, d'une fièvre cérébrale, par exemple. Demanda l'homme d'État en regardant mon ami du coin de l'œil. Je ne dis pas cela, répliqua Holmes sans se troubler. Et, maintenant, Lord Holdhurst, nous avons déjà trop abusé de votre temps si précieux, nous allons vous dire adieu. Je souhaite, moi, plein succès à votre enquête, quel que doive être le criminel, répondit le gentilhomme, tandis qu'il nous reconduisait jusqu'à la porte, où il nous salua. C'est un caractère que cet homme-là, me dit Holmes lorsque nous nous retrouvâmes dans Whitehall. Mais il a de la peine à soutenir sa position. Il est loin d'être riche, il a des charges. Vous avez remarqué, n'est-ce pas, que ses chaussures avaient été ressemelées. À présent, Watson, je ne veux pas vous détourner plus longtemps de vos occupations régulières. Je ne ferai rien de plus aujourd'hui, à moins qu'il ne m'arrive une réponse à la question du fiacre. Mais je vous serais obligé si vous veniez avec moi demain à Woking, par le train que nous avons pris tantôt. Je le retrouvai volontiers le lendemain matin et nous allâmes ensemble à Woking. Il n'avait pas eu de réponse à sa note, rien de nouveau n'avait jeté la lumière sur notre affaire. Holmes avait, quand il le voulait, l'impassibilité extérieure du peau-rouge, et rien dans son attitude ne me disait s'il était content ou non de la tournure que prenait l'enquête. Sa conversation, je me le rappelle, roula sur le système anthropométrique de Bertillon, et il me dit son admiration enthousiaste pour le savant français. Nous trouvâmes encore notre client aux soins de sa garde dévouée, mais ayant bien meilleure mine que la veille. Il se leva de sa chaise, lorsque nous entrâmes, et vint au-devant de nous sans difficulté. Des nouvelles, demanda-t-il vivement. Mon rapport, comme je l'avais prévu, est négatif, dit Holmes. J'ai vu Forbes, j'ai vu votre oncle, et je me suis engagé dans une ou deux voies d'investigation qui peuvent conduire à quelque chose. Alors, vous n'avez pas perdu courage, en aucune façon. Que je vous remercie de dire cela, s'écria Miss Harrison.
Avec du courage et de la patience, il est impossible que la vérité ne triomphe pas, eh bien. Nous en avons plus à raconter que vous, dit Phelps en se remettant sur son lit de repos. J'espérais, en effet, que vous auriez du nouveau à nous communiquer. Oui, nous avons eu une aventure cette nuit, une aventure qui pourrait bien être très grave. Sa figure devint très sérieuse comme sa voix, et son regard prit une certaine expression qui tenait de la frayeur. Savez-vous, reprit-il, que je commence à croire que je suis, sans m'en douter, le centre de quelque monstrueuse conspiration et que ma vie est visée aussi bien que mon honneur, fit Holmes. Cela paraît invraisemblable, car je n'ai point, autant que je puisse m'en souvenir, un seul ennemi au monde. Cependant, après l'événement de la nuit dernière, il m'est impossible de douter que je n'en ai au moins un. Racontez-moi cela. Sachez donc que cette nuit était la première où je fusse sans garde dans ma chambre. Je m'étais trouvé assez bien pour m'en passer. Cependant, j'avais une veilleuse allumée. Or, vers 2 heures du matin, je dormais d'un sommeil léger lorsque je fus tout à coup réveillé par un faible bruit. C'était comme le grignotement d'une souris rongeant du bois. J'écoutai un moment avec l'idée que ce ne pouvait être, en effet, que cela. Mais le bruit se fit plus fort, et tout à coup j'entendis contre la fenêtre un bruit métallique. Je me dressai, ébahi. Il ne pouvait plus y avoir de doute sur la nature du bruit. Le premier, plus faible, avait été causé par un outil introduit dans la fente, entre les châssis et l'autre par le crochet qu'on repoussait. Il y eut alors une pause d'environ 2 minutes, comme si l'on eût attendu pour voir si le bruit m'avait réveillé. Puis j'entendis un tout petit craquement pendant que l'on ouvrait très lentement la fenêtre. Je ne pus pas me contenir plus longtemps, mes nerfs étant plus faibles qu'autrefois. Je sautai à bas du lit et je poussai brusquement les volets. Un homme était embusqué auprès de la fenêtre. Je ne pus le voir que très mal, car il avait filé comme un trait. Il était enveloppé dans une espèce de manteau qui le couvrait jusqu'au menton. Je suis sûr d'une seule chose, c'est qu'il avait une arme à la main. Cela me parut être un grand couteau. J'en vis distinctement briller la lame au moment où il se retourna pour fuir. Ceci est tout à fait intéressant, dit Holmes. Et qu'avez-vous fait? Je l'aurais poursuivi en passant par la fenêtre ouverte, si j'avais été plus fort. Dans l'état où je me trouvais, je sonnai, je mis sur pied toute la maison. Cela prit un peu de temps, car la sonnette correspond à la cuisine, et tous les domestiques habitent en haut. Je jetai des cris, cependant, et cela fit descendre Joseph, qui réveilla les autres. Joseph et le palefrenier relevèrent des traces sur la plate-bande, en dehors de la fenêtre, mais le temps a été si sec ces jours derniers qu'ils perdirent l'espoir de suivre la piste à travers le gazon. Il y a pourtant un endroit, sur la barrière de bois qui borde la route, où l'on voit, m'a-t-on dit, des traces comme si quelqu'un, en passant par-dessus, avait entamé l'arête du barreau. Je n'ai encore rien dit à la police locale, parce que je croyais préférable d'avoir d'abord votre opinion. Ce récit de notre client parut produire un